Monsieur le Président. Pas grave. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. En mars dernier, le Président de la République annonçait une France en guerre. Aujourd'hui, l'ennemi invisible est moins prégnant, mais toujours menaçant, tandis qu'une bataille reste à gagner, la bataille de l'emploi. Une bataille qui en cache d'autres, la bataille de la justice sociale, la bataille des territoires. Le Premier ministre l'a rappelé ce matin, la crise du Covid a accentué certaines fractures au sein de notre modèle économique et social. Je l'ai dit, l'urgence sanitaire demeure. Une deuxième vague, nous le savons, est possible dans notre pays. Et c'est dans ce contexte sanitaire incertain qu'il nous faut relancer l'économie dans les prochains mois. L'équation n'est pas facile. L'incertitude affecte l'indice de confiance tant du côté des ménages que du côté des entreprises. Aussi, le succès de la relance sera conditionné, nous le savons, à la capacité de l'exécutif de dynamiser en même temps l'emploi, l'investissement, mais aussi la consommation. À ce stade, les airbags jouent leur rôle. Toutes les mesures de soutien mises en place par le gouvernement aident notre économie à surmonter le choc du confinement, du moins à court terme. Regardons le recours au chômage partiel. Il a permis de protéger les ménages en limitant la chute de leurs revenus à 3,2% pendant le confinement, alors qu'au même moment, le revenu national baissait de près d'un tiers selon l'INSEE. Le soutien au pouvoir d'achat au travers du dispositif d'activité partielle a ainsi permis à la consommation des ménages de rebondir plus fortement que prévu. En juin, l'activité économique a déjà comblé plus de 3,3 de l'écart qui l'a séparé au pic du confinement de son niveau d'avant la crise. Pour autant, l'épargne reste forte, trop forte sans doute, chiffrée à près de 80 milliards début juillet. Elle oblitère le potentiel de consommation. Il faut donc absolument déconfiner l'épargne, si je puis m'exprimer ainsi, afin qu'elle ne se transforme pas en épargne de précaution. Des mesures doivent être mises en œuvre pour en flécher une partie vers la consommation, mais aussi vers l'investissement. Et à cet égard, l'article 4 du projet de loi de finances rectificative, Monsieur le ministre, sur le déblocage de l'épargne retraite est un bon début. Quant aux outils de soutien à la liquidité des entreprises, ils ont également fait leurs preuves. Avec 105 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, la France est le pays européen dans lequel cette forme de soutien a été le plus fortement mobilisée. Ce volume important de prêts garantis a certainement contribué à repousser le risque d'une grande vague de faillite en permettant aux entreprises d'étaler l'impact du confinement. Cependant, comment contenir les plans sociaux qui pourraient se présenter dès l'automne ? Le Président de la République l'a plusieurs fois déclaré, la rentrée sera difficile. En effet, en dépit de ces mesures de soutien, les pertes de revenus des entreprises restent très importantes, 54 milliards entre mars et juillet. Une demande insuffisante, je l'ai dit, et la contraction de l'économie mondiale vont durablement peser sur l'activité. Soyons donc réalistes pour faire face à cette récession sans précédent, pour que les difficultés conjoncturelles ne se transforment pas en crise durable. La France va encore devoir consentir un effort public soutenu et sans doute encore plus conséquent. Et c'est l'objet de ce troisième projet de loi de finances rectificative qui, tout en assurant la continuité des mesures précédentes, a le mérite de cibler les secteurs les plus touchés. Comme on le sait, les conséquences du confinement sont dramatiques sur l'aéronautique, le tourisme, mais aussi la culture. Par rapport à d'autres pays européens, nous sommes là face à une vraie difficulté, car les avantages comparatifs de la France se situent dans des secteurs structurellement plus exposés aux fermetures des économies mondiales. Alors, comme l'a souligné avec beaucoup de pertinence, comme toujours, la Commission des finances, ce soutien sera-t-il suffisant au regard des enjeux que représentent ces secteurs, poids fondamental dans notre économie et dans l'équilibre de nos territoires. La dégringolade au fil des budgets rectificatifs de la prévision de croissance pour 2020 témoigne de la spécificité française.
initialement fixé à moins 1% du produit intérieur brut, le gouvernement l'estime désormais à 11%, ce qui fait de la France un des pays les plus touchés, avec l'Italie, il faut le souligner, au sein de la zone euro. Nous connaissons les conséquences implacables de cette contraction, une hausse massive du déficit conjoncturel par rapport aux projections de la loi de finances initiale, soit une baisse de 7,1 points de PIB, une dette publique qui pourrait atteindre les 121% d'ici la fin de l'année. Ces chiffres nous auraient sans doute horrifiés il y a seulement quelques mois, mais partout au sein de la zone euro, la ligne rouge a été franchie dans ce contexte, et je rappelle, où la règle européenne qui fixe le niveau d'endettement à 60% du PIB maximum est devenue, disons-le, obsolète. Le risque d'effondrement économique a pris l'avantage sur la question de la dette et la sacro-sainte orthodoxie budgétaire. Pouvons-nous faire autrement ? Je ne le crois pas et mon groupe vous soutient, Monsieur le ministre, dans cette direction, pourvu, nous l'ajoutons, qu'elle soit provisoire. Mais dans cette entreprise de remobilisation économique, nous avons besoin de tous les leviers et je pense ici en particulier aux collectivités locales qui n'ont pas ménagé leur peine, et ça a été dit par les précédents orateurs, pour prendre le relais de l'État à bien des égards, quand celui-ci s'est parfois révélé insuffisant ou voire défaillant. Le projet de loi de finances rectificative les met à contribution en leur permettant de soutenir les TPM, mais aussi les PME, notamment à travers le dégrèvement exceptionnel de CFE. Soyons cependant vigilants quant à la compensation de leurs recettes fiscales, car nos collectivités locales vont jouer un rôle fort d'amortisseur social dans les mois qui viennent, ce qui implique le maintien de leurs moyens budgétaires. Monsieur le ministre, vous le savez, les régions s'inquiètent du projet de baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, même si on peut comprendre le principe d'un allègement des impôts de production. Mes chers collègues, nous examinons ce projet de loi des finances rectificatives alors que se profile déjà un plan de relance annoncé par le Président de la République et relayé par le Premier ministre, notamment hier et ce matin. Doté d'au moins 100 milliards d'euros, un programme de cette ampleur nous permet de mieux envisager l'avenir et de rendre de l'espoir à tous les acteurs économiques. Je pense en particulier, Monsieur le ministre, aux jeunes. Ils doivent entendre autre chose que la promesse d'un horizon de dette qui s'amoncelle. Comme vous le savez, ils seront près de 700 000 en septembre à postuler pour un emploi. Ce dispositif exceptionnel d'exonération de charges jusqu'à 1,6 SMIC annoncé me semble tout à fait intéressant et essentiel à l'insertion de la jeunesse qui entre sur le marché du travail en pleine récession. Cependant, peut-être pourrons-nous aller un peu au-delà de ce seuil de façon à toucher également les diplômés de l'enseignement supérieur et, Monsieur le ministre, nous en reparlerons sûrement sans aucun doute. Pour finir, je rappellerai l'entier soutien du RDSE au plan de relance européen Next Generation UE, pas seulement parce qu'il pourrait profiter à la France à hauteur de 40 milliards d'euros, mais parce qu'il concrétise un effort de solidarité à travers une forme de mutualisation des dettes nécessaires à la cohésion de l'Union européenne. Il reste à souhaiter, Monsieur le ministre, que tous les États membres en soient convaincus pour qu'il soit rapidement mis sur pied. Ça, nous le souhaitons bien sûr ardemment. En attendant, mes chers collègues, nous examinerons avec bienveillance ce troisième budget rectificatif qui, je l'espère, conduira la France vers la voie du redressement. Je vous remercie de votre attention.